Alors, je vous propose qu'on poursuive avec une seconde présentation. Cette fois-ci, on accueille Alexis Morin-Martel qui nous présente Faire confiance ou faire ses recherches? Pour lui faire une petite présentation, Alexis est étudiant au doctorat en philosophie à l'Université McGill. Il s'intéresse surtout à des questions éthiques et épistémologiques liées aux nouvelles technologies. Il détient également un baccalauréat en droit obtenu à l'UQAM. Alors, je lui laisse la parole. Salut tout le monde. Sans plus tarder, je vais commencer. On a déjà dit le titre de la présentation, Faire confiance ou faire ses recherches. Si vous êtes comme moi, vous avez trouvé la pandémie un peu longue. En tout cas, j'espère que je ne suis pas tout seul. Mais visiblement, j'ai découvert au cours de la pandémie qu'il y a des gens qui trouvaient la pandémie encore plus longue que moi. Un jour, j'invite un de mes amis, après plusieurs mois sans lui avoir parlé, à venir prendre un verre à la maison. Ça commence très bien, mais environ 3 gorgées dans la première bière, il commence à m'expliquer les liens indubitables entre la COVID, Bill Gates, la 5G. Bref, j'ai eu le droit... Premièrement, mon premier réflexe a été de me dire que la bière allait être un peu moins plaisante que ce que j'avais imaginé. Mais évidemment, mon deuxième réflexe a été de tenter de répondre à ces arguments. Je me suis dit, je suis un intellectuel après tout, je devrais être capable de faire quelque chose. Mais non, j'avais l'air d'un con. Il en liait, chaque contre-argument que j'essayais d'amener à ces arguments, je faisais ramasser parce que moi, j'avais porté une attention un peu diffuse à toutes ces théories conspirationnistes par rapport à la COVID, mais lui, visiblement, était devenu ceinture noire en conspiration chez lui. Bref, c'est un combat assez inégal. Mais ça m'a amené à me questionner sur la notion d'ouverture d'esprit. Parce que selon une conception assez standard de ce que ça veut dire être ouvert d'esprit, eh bien, si je suis incapable de répondre à un contre-argument, théoriquement, ce que ça devrait m'amener à faire, c'est de réduire la croyance qui est attaquée. Donc, moi, j'avais la croyance que, en fait, c'était pas un complot mondial, la pandémie, en règle générale, et j'aurais dû en venir à réduire cette confiance-là. Mais évidemment, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie nécessairement d'adopter la position inverse dans le contexte. Puis, aujourd'hui, ce que j'aimerais amener, c'est la confiance comme protection pour certaines croyances, puis le rôle social que ça occupe dans notre société. Donc, la confiance dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un type de confiance assez spécifique qu'on appelle la confiance épistémique. Donc, épistémique, ça veut simplement dire que c'est en lien... aux croyances, de manière plus générale. Donc, la confiance épistémique, c'est quand, sur la base du témoignage de quelqu'un, j'en viens à adopter une croyance, basically. Et dans le contexte qui va m'intéresser, c'est la confiance envers les experts, plus particulièrement les experts qui représentent des institutions publiques. Parce qu'on fait confiance aux gens de plein de manières. Hein. Je fais confiance à ma conjointe quand elle dit qu'elle va venir me chercher après le travail. Je fais confiance à mes amis pour ne pas révéler mes secrets. Je fais confiance quand quelqu'un m'indique quelque chose par rapport... je sais pas, quand ma blonde m'a dit ce matin qu'il neigeait dehors, j'ai pas été vérifié par moi-même après. Je me suis dit, elle m'a dit qu'il neige dehors, il neige dehors, right? Puis donc, ça, c'est un exemple assez classique de confiance épistémique. Une chose dont il faut être conscient par rapport à la confiance, c'est que c'est pas un phénomène purement prédictif. Si je fais confiance à une personne, c'est pas que je me suis pas dit quand elle m'a dit ce matin il neige dehors, bon, il y a 95% de chances qu'elle me dise la vérité. Alors que quand je prends ma voiture pour me rendre à mon travail, probablement que je suis plus dans les eaux de 60% de chances qu'elle se rende parce qu'elle est dans un état absolument lamentable. Mais là, je suis capable de faire quelque chose qui est plus de l'ordre statistique. Je me dis, normalement, si je ne vais pas trop vite, si je fais attention quand je vire à droite, je devrais me rendre. Donc, on comprend que la confiance, c'est quelque chose de plus. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai des attentes normatives envers ma conjointe qui ne m'aurait pas emmené dans un bateau inutilement dans ce contexte-là. Puis, un aspect intéressant du fait de faire confiance à quelqu'un, c'est que ça exclut une forme de questionnement excessif. Si j'engage une personne pour s'occuper de mes enfants, si j'engage un babysitter, par exemple, puis que je mets des caméras pour vérifier son comportement, bien, visiblement, je ne fais pas vraiment confiance, right? J'ai peut-être des très bonnes raisons de ne pas faire confiance à cette personne-là, mais c'est ce que ça semble indiquer. Dans la confiance épistémique, plus précisément, la confiance, parfois, nous donne des raisons qui supplantent les nôtres. Par exemple, si je vais voir le médecin, je pense que j'ai un problème au niveau de ma cheville. Il fait une série de rayons X. Il dit non, en fait, ça part du genou.
Tu le sens attaché, mais vraiment, le problème est au niveau du genou. Quand il me dit ça, si je fais confiance à mon médecin, c'est pas juste une raison de plus pour penser que mon problème est au niveau du genou, mais ça vient carrément remplacer ma petite étude boboche que j'ai faite sur Google 25 minutes avant pour voir ce qui pouvait être le problème au niveau de ma cheville. Hein? Donc, ça remplace les raisons, ça les balaie. Et elles étaient là, elles n'y sont plus. Donc là, on pourrait se demander, pourquoi tu nous parles de tout ça alors qu'on parle de biais cognitifs aujourd'hui ou de biais technologiques? N'ayez crainte, j'ai une réponse à cette question-là. C'est que si on comprend la confiance comme balayant certaines de nos raisons, comme nous justifiant à ne pas faire certaines recherches par nous-mêmes, un avantage que ça peut avoir, c'est quand on se ramasse dans des environnements excessivement difficiles à manœuvrer, à naviguer d'un point de vue cognitif. Un exemple, comme la présentation avant la mienne l'a très bien illustré, les réseaux sociaux desquels beaucoup d'entre nous vont tirer leurs informations. Je ne sais pas combien de gens ici sont abonnés à des journaux encore. Puis d'ailleurs, c'est un problème immense dans la mesure où les journaux sont même plus diffusés sur Facebook. Mais bref, on va chercher notre information énormément en ligne dans des contextes où c'est difficile de donner le bon poids aux raisons pour maintenir des croyances ou les reviser, parce que le but de ces plateformes-là, en général, c'est pas de faire de nous des citoyens et des citoyennes plus informés. Leur but, c'est qu'on passe un maximum de temps, qu'on s'engage un maximum. Comment on fait ça? Bon, en général, nous activer nos émotions fortes, nous amener dans une sorte de confrontation, dans une complaisance. C'est toutes des manières qui marchent très bien pour faire ça. Donc, dans un contexte dans lequel dans ce contexte-là, ben peut-être que ça peut être avantageux parfois de ne pas faire nos propres recherches. Pour l'illustrer de manière un peu plus technique, parce que quand même, faut mettre un petit peu de corps à tout ça, on pourrait voir une croyance. Bon, là, on perd une partie de ma présentation, mais on pourrait voir. Non, je suis pas game d'enlever mon micro de mon truc. On pourrait le voir sur deux axes. Donc, il y a l'axe vertical qu'on voit pas très bien, qui est mon degré de certitude ou la force de ma croyance. Donc, je sais pas. Ma croyance qu'il neige pas dehors en ce moment, je sais pas, je vois pas bien dehors. Je dirais que 70% de probabilité. J'ai une confiance à peu près de 70% qu'il neige pas dehors. Parce qu'il y a neigé ce matin, je sais pas c'est exactement quoi la météo, mais il y a des trucs par rapport auxquels je suis beaucoup plus sûr que ça, right? Donc, ça, c'est un axe. Mais l'autre axe, c'est aussi qu'est-ce que ça me prendrait pour changer d'idée par rapport à cette croyance-là. Donc, dans le cas de il neige dehors, ça serait assez facile de me faire changer d'idée. J'aurais juste à aller dehors, vérifier s'il neige, puis ça serait réglé, right? Mais de la même manière, si une personne me montre une pièce, une pièce de monnaie dont c'est face des deux côtés, ma croyance que si elle la flippe, puis qu'elle la fait retomber, ça va tomber sur face, elle est très forte. J'ai une croyance presque de 1, right? Presque de 100%. Par contre, à partir du moment où ça tombe sur pile, on s'entend que tout fout le camp. Là. À partir du moment où ça tombe sur pile, je me dis, bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé, on m'a fait un petit tour de magie ou quelque chose du genre, j'ai mal vu, mais je perds cette croyance-là automatiquement. Par contre, il y a des croyances par rapport auxquelles, non seulement elles sont fortes, mais en plus, je ne changerai pas d'avis rapidement sur cette question-là. Par exemple, ma croyance que je suis au Saint-Toublon en ce moment, c'est une personne. Il faudrait me donner des méchantes bonnes preuves. Puis en tout cas, je sais pas ce que ça prendrait pour me convaincre de ça, mais ça me prendrait énormément de travail pour me convaincre que je suis pas au Saint-Toublon en ce moment. Puis je pense que quand on fait confiance à des autorités épistémiques comme les experts, quand on s'en remet à eux, puis qu'on a raison de le faire, parce qu'il y a des cas dans lesquels les experts sont évidemment pas dignes de confiance, mais quand on a raison de le faire, eh bien, ça nous donne un type de croyance qui est à la fois fort, puis qui sont plus difficilement révisables que d'autres croyances. Parce que je reconnais que j'ai pas l'expertise dans ce domaine-là, parce que j'ai des attentes par rapport à cet expert-là qui ne me mènerait pas en bateau, ce qui explique d'ailleurs à quel point on est absolument outré quand il s'avère que nos experts qui dépendent d'institutions publiques nous trompent. Quand on nous a dit au début de la pandémie que les masques n'étaient pas une bonne idée pour finalement revenir en arrière, je pense que beaucoup d'entre nous ont ressenti une frustration légitime. Puis je crois que dans ce contexte-là, dans le fond, cette confiance-là qu'on a envers les experts forme une sorte de bouclier envers des croyances et que dans des contextes comme ceux des médias sociaux qui activent les biais, ça peut avoir une valeur de le faire. Merci beaucoup.
On va poursuivre immédiatement avec la petite session de questions. Sur le premier. Moi, j'en aurais une première. Elle est un peu floue dans ma tête, donc je vais essayer de la formuler. Mais quand on prend exemple, une croyance comme exemple, Saint-Toublon, être au Saint-Toublon, que c'est difficile de ne pas y croire que présentement on est au Saint-Toublon, il y a un aspect qui est vérifiable dans cette croyance-là. Mais dans des croyances qui sont plus, comment je pourrais dire, abstraites, immatérielles, on n'arrive pas devant un mur qui est difficile à surmonter, d'être capable de prouver l'existence, surtout dans une situation où le statut d'expert, présentement, j'ai l'impression que il est un petit peu approprié par tout le monde, parfois à tort et à travers. Est-ce que je suis clair? Oui. Donc, dans le fond, je pense que ce que je comprends de ça, c'est que, le fait... C'est beaucoup plus facile pour moi d'adopter de manière justifiée la croyance que je suis au Saint-Toublon, right? C'est plus facile pour moi de me dire « Hey, j'ai des méchantes bonnes preuves que je suis au Saint-Toublon », parce que quand une personne se présente comme un expert, eh bien, j'ai pas les mêmes... peut-être que c'est pas clair à quel point je peux lui faire confiance. Puis c'est un problème immense en ce moment, parce que il y a une chose qu'il faut noter avec ce que je présente en ce moment, c'est que ça a juste une valeur, la confiance, dans la mesure où elle est bien placée. Puis c'est un gros problème. La pandémie a affaibli la confiance de beaucoup de gens envers les experts. Et ça, c'est un immense problème au niveau public. Moi, vraiment, ce que je voulais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est que quand la confiance est bien placée, un des avantages qu'elle confère, c'est de créer des croyances qui sont plus robustes que d'autres. Puis ça peut avoir un avantage social. Mais là, dans le fond, peut-être, étant donné, comme tu l'as dit, ce problème-là de l'expertise, la réponse peut-être à ça, c'est d'avoir des institutions plus robustes qui s'assurent que les experts soient dignes de confiance envers nous. Puis, puis pas juste ça, qui s'explique d'une manière qui est accessible à la population, aux citoyens et aux citoyennes pour qu'ils puissent faire davantage confiance. Parce que les sociétés qui ont le mieux performé, c'est une drôle de manière de dire ça, pendant la COVID, c'est les sociétés où il y avait le plus de confiance envers les institutions, envers les experts, interpersonnels. Puis je pense qu'on peut juste pas se permettre de perdre cette dimension-là, étant donné à quel point le savoir maintenant est hyper spécialisé. On a besoin de faire confiance à des gens. On fait confiance à une tonne de monde. J'ai fait confiance à quelqu'un j'ai fait confiance au brasseur, sûrement excellent, de la bière que j'ai bu ce soir. J'aurais très bien pu me faire empoisonner si ma confiance était mal placée. Donc, c'est juste un fait incontournable, malheureusement, ou heureusement, la confiance. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un? Oui! Oui, j'ai une question qui nous mène un petit peu ailleurs, là, plus sur un pan éthique, mais est-ce que tu penses qu'il y a des situations où des experts et des expertes se doivent de cacher ou dissimuler ou changer certains éléments qui sont pourtant vrais ou avérés? Ah! Désolé. Ça, mais ça, c'est une question... Ouais. Ouais. Mais j'imagine que ça dépend toujours du contexte. Il faudrait avoir je pourrais pas dire maintenant d'entrée de jeu dans tous les cas, il faudrait dire la vérité, mais ouais, ah oui, merci de rajouter du contexte. J'ai un exemple qui pourrait peut-être servir. Cool. C'est au début de la pandémie, justement, il y avait des théories comme quoi ça pourrait peut-être être, la COVID aurait peut-être pu prendre origine dans un endroit de recherche en Chine. Oui. Puis ça a tout de suite été balayé du revers de la main par bien des gens en disant voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, seulement après, finalement, les gens ont dit ah ben peut-être qu'effectivement. Mais évidemment, la raison pourquoi ça a été balayé du revers de la main, il me semble, c'est surtout pour des raisons justement un peu éthiques de dire ben on va pas ostraciser les Chinois en général puis les personnes d'origine chinoise partout ailleurs dans le monde pour ces raisons-là parce que ça serait pas mérité. Mais finalement, c'était peut-être pas exactement conforme à la vérité. OK. Ou en tout cas, on le sait pas, mais c'était au moins une possibilité, il semble. Je pense que si on regarde un peu la structure, donc tantôt ce que tu disais, là, que c'est de plus en plus dur de faire confiance, on sait plus qui est expert, qui est pas expert. Je pense que
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que la confiance est détruite, elle est très, très, très difficile à rebâtir. Il y a plein d'études en psychologie sur l'incapacité des gens à faire confiance dans la mesure où ils se sont sentis trahis par le passé. Les personnes marginalisées, en règle générale, ont plus de mal à faire confiance aux institutions parce que les institutions sont rigged contre eux ou ont été rigged contre eux par le passé. Donc, je pense que c'est difficile de donner une réponse exacte parce que tu as raison qu'il y avait il n'y avait pas une certitude par rapport à cette piste-là. Ça amenait probablement à ostraciser une partie de la population, mais je crois que dans la balance des raisons, une raison qui doit vraiment être prise en compte, c'est si on détruit cette fleur qui est la confiance, ça va être difficile de la faire pousser après. Mais je peux pas donner mieux que ça. Merci. Oui. Puis ça, je pense que ça, c'est un autre aspect, ça n'a pas vraiment de lien avec ma présentation, mais je pense que le réflexe de beaucoup de monde dans ces contextes-là, ça a été d'évacuer ces gens-là de leur vie puis de les ostraciser, justement. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que ces gens-là se renferment encore plus dans un environnement virtuel qui est toxique pour eux, en règle générale. Puis je pense que, en tout cas, c'est une grosse partie de l'appel, le sens de communauté dans les gens qui adhèrent à des théories complotistes. Puis... Est-ce qu'on peut revoir la question au micro, parce que j'ai pas réussi à l'entendre et qu'on puisse la voir dans notre Donc la question qu'elle me posait, c'était à savoir si je parlais encore à mon ami. Puis ça, je pense que justement, c'est pas facile tout le temps hein, dans ces contextes-là. Je pense que beaucoup de monde l'ont vécu. C'était très difficile, mais je pense que c'est essentiel de conserver des liens, à moins que ça devienne trop un coup personnel fort. Mais dans la mesure où on est capable, évidemment, exclure les gens. Exclure les gens, c'est aussi une manière de démolir la confiance interpersonnelle. Alors, on peut donner une main d'applaudissement. Merci beaucoup.